Bonjour, nous sommes en direct du Mémorial d'Isieux à l'occasion des 30 ans du procès Barbie. Lors de cette journée de justice et de mémoire, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Beate Klarsfeld, militante anti-nazie et initiatrice de la traque de Klaus Barbie. Bonjour, merci d'être là. Alors, vous avez joué un rôle décisif dans la traque de Barbie. Racontez-nous. Finalement, ça a commencé quand en 1971, un procureur à Munich a décidé de fermer l'instruction contre Klaus Barbie. Une plainte était portée par une association de résistants allemands. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'était la raison pourquoi il fermait cette instruction. Il y avait question dans cette plainte qu'il avait déporté des enfants d'Isieux et qu'il avait fusillé à forme publique des juifs et des résistants. Et ce jeune procureur, d'ailleurs, je le fais après, et disait que si Klaus Barbie déportait les enfants juifs d'Isieux peu de temps avant la fin de la guerre, lui ne pouvait pas prouver, on ne pouvait pas prouver que subjectivement Klaus Barbie connaissait le sort des enfants déportés à Auschwitz. Orphelins, les parents étaient déportés avant. Et s'il avait tué des résistants et juifs, informons-le, cherchez-nous des témoins oculaires. Donc c'était outrageant. Donc on a commencé à bouger. On a obtenu avec des témoins maintenant qui pouvaient dire que Klaus Barbie connaissait le sort. L'affaire a été rouverte. Et puis aussi on a manifesté pendant ce temps-là avec les mamans juives, Madame Benguigui qui avait perdu ses 3 enfants à Isieux. On a obligé donc le procureur de rouvrir l'instruction. La photo de Barbie de 1942 est montrée dans un journal allemand. Un Allemand qui vivait à Lima, Peter Jaune, trouvait sur cette photo 1942 dans la Süddeutsche Zeitung une ressemblance avec un Bolivien qui était venu vivre à Lima et qui ressemblait à Barbie, sous le nom d'Heidmann, qui était à l'époque président de la Transmantima boliviane, d'ailleurs qui habitait dans une maison de notre criminel à Schweld. Donc, tout ensemble, m'a donné la possibilité de d'abord apporter les preuves de Heidmann et Barbie, maintenant ensemble avec la justice allemande. Et je suis venue une première fois à Lima pour apporter les preuves avant d'aller à la base. Les médias Barbie a pris la fuite et je suis à la base où j'ai montré tous les documents, d'ailleurs avec la presse, les conférences de presse, tout le monde était convaincu. Et je suis revenue une deuxième fois avec une autre maman juive, Madame Hallo Brunin, qui avait perdu aussi 2 enfants à Isieux. Et puis nous avons manifesté en demandant, parce que la demande d'extradition de la France était refusée, demander au peuple bolivien de soutenir cette demande d'extradition. Donc c'était le déclenchement. Après, on a fait des amis, on a fait suivre Klaus Barbie pour savoir ce qui se passe en Bolivie. Un ami s'est introduit dans sa famille. On voulait savoir s'il peut prendre la suite pour quitter la Bolivie. Et puis finalement, au moment du changement du gouvernement, celui avec lequel on avait voulu enlever Klaus Barbie et l'emmener en France, est devenu maintenant le gouvernement un poste important. Donc Barbie a été mise en prison pour des dettes qu'il n'a pas payées et de là ramené dans l'avion qu'il ramenait d'abord à Guyane et puis en France. Au moment, quand j'ai vu à la télévision, avec nos amis allemands, juifs ensemble, ce moment quand il entrait dans le formulaire. Donc de tout en haut de la première des Andes, combien d'années après, il est revenu pour avoir son procès et être condamné à vie et mort en prison. Et quelles sont les urgences sur lesquelles vous invitez les jeunes générations à s'investir comme vous l'avez fait à l'époque? Je pense que ce procès finalement est très bien. Je dis justement la ville de Lyon, merci beaucoup de commémorer ce 30e anniversaire du procès de Klaus Barbie, parce que ça montre la cruauté aussi maintenant de Barbie, mais aussi pour les jeunes, aujourd'hui il y a beaucoup de causes aussi, l'injustice, le racisme, la xénophobie. Chaque période a sa priorité, où les criminels nazis sont tous morts, sont des condamnés. Les jeunes aujourd'hui doivent peut-être avec notre exemple s'engager dès le moment, dès que je suis que Klaus Barbie était en Bolivie, je suis engagée, j'ai pris mes billets d'avion, je suis allée. Il faut s'engager tout de suite et pas regarder à gauche, à droite, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Chaque jeune aujourd'hui doit essayer d'avoir une certaine envie d'agir et selon ses principes aussi. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Madame Klarsfeld. Je vais accueillir à présent Brigitte Sion, qui est enseignante, écrivaine, rédactrice et universitaire.
Ses domaines d'expertise portent sur la Shoah, les études mémorielles et post-génocidaires et les études juives. Je vais accueillir donc Madame Brigitte Sion. Bienvenue sur le site du Mémorial d'Isieux. Il y a beaucoup de tables rondes, de rencontres. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce fondamental de transmettre la Shoah aux jeunes générations? Parce que la Shoah fait partie du patrimoine historique, non seulement de différents pays qui ont été directement acteurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi finalement de l'histoire de l'Europe et de l'histoire de l'humanité. Et donc on pourrait dire, même sans exagérer, que la Shoah fait partie de l'ADN quelque part du monde. Et donc qui dit une inscription aussi profonde, dit une nécessité de maintenir cette... Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi une histoire vieille de 70 ans nous concerne encore aujourd'hui. Je crois que c'est ça ce qui est important. On a dans l'idée d'ADN, il y a l'idée de transmission, il y a l'idée de quelque chose qui est inscrit, en bien ou en mal, mais il y a vraiment l'idée de transmission. Et je pense que la Shoah est très complexe parce qu'il est question de victimes, évidemment, de bourreaux, mais aussi de spectateurs, de gens qui ont été des traîtres, de gens qui ont aidé, et toutes les zones grises entre ces grandes catégories que j'ai vraiment dépeint très grossièrement. Et donc, on retrouve une part d'entre nous dans chacune de ces postures, en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, pour mieux comprendre notre monde tel qu'il est, et pour être acteur du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est tout à fait essentiel de comprendre quels ont été les enjeux depuis le début, depuis avant que ce qu'on a appelé la Shoah se mette vraiment en place et en activité. Depuis le début des décisions politiques, juridiques qui ont permis d'abord la discrimination, l'exil forcé, la persécution, l'extermination de masse, mais aussi toutes sortes de sujets extrêmement importants qui sont un petit peu en périphérie de l'extermination, mais qui sont absolument essentiels aussi aujourd'hui. Des questions de mouvement de population, des questions de nationalité, des questions de spoliation, des questions de retour, des questions de reconnaissance, de relations avec ses voisins, avec ses nouveaux voisins. Et donc pour toutes ces raisons et encore bien d'autres, il y a vraiment quelque chose de très contemporain à une histoire aussi traumatique qui s'est passée il y a 70 ans. Comment faire évoluer cette transmission? Alors, je crois qu'il y a vraiment deux tableaux sur lesquels on peut jouer. Le premier, c'est vraiment les sources primaires. Je crois qu'il faut parfois se dire, attention, est-ce qu'on n'est pas déjà dans le méta-discours? Et donc les sources primaires, et par sources primaires, j'ai une vision très très large des sources primaires. Je ne suis pas historienne, donc je ne m'attelle pas seulement aux textes ou aux images d'époque, mais je pense aussi aux lieux de mémoire, comme le mémorial, la maison d'Isieux où on est. Je crois très franchement et très sincèrement à la force et à la mémoire et au message que porte un lieu. Ce sont des lieux qui sont eux-mêmes des acteurs, ce sont des lieux qui sont chargés d'une énergie encore, dans notre cas 70 ans après les faits, comme l'ont été des champs de bataille il y a encore plus longtemps que ça. Et donc voilà, un des tableaux, c'est de revenir aux sources. C'est qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi est-ce qu'il est différent d'apprendre l'histoire des enfants d'Isieux à Isieux, plutôt que dans un livre d'histoire, dans une classe à Paris. Et je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de l'apprendre aussi à Paris, mais il y a vraiment une dimension dans un retour vers le lieu ou vers la source primaire qui est capitale. Et puis il faut aussi se rendre compte qu'on est au XXIe siècle et que sans vouloir diluer le sujet, sans vouloir faire des raccourcis, sans vouloir rendre les choses plus palpables, plus digestes, plus sucrées ou plus agréables, il faut accepter que certaines méthodes technologiques notamment peuvent être des outils vraiment importants pour la pédagogie d'aujourd'hui. Et quand je vois que le Mémorial d'Isieux, pour prendre un exemple tout à fait contemporain, a développé une application, par exemple, basée sur les archives du procès Barbie, on voit un exemple magnifique de la technologie qui est au service de la mémoire. Et on a à la fois les documents primaires, on a à la fois la technologie d'aujourd'hui, on a l'utilisation de son propre téléphone portable ou de son ordinateur ou d'autres moyens technologiques. Et on est à la fois dans le présent, ici, moi, visiteur, étudiant, et un retour à l'histoire.
Voilà un des exemples où je pense qu'il ne faut pas se dire la technologie c'est que des gadgets et pas non plus croire que la technologie toute seule va pouvoir donner une notion d'histoire. C'est vrai que cette nouvelle application est particulièrement pertinente. Je la trouve étonnante. Ah oui, j'ai eu l'occasion de la consulter aussi et c'est vraiment une innovation pour le mémorial d'Isieux. Oui, prenons un autre exemple, les tables interactives, Oui. où on peut, comme ça, c'est plus 44 enfants, ou même 44, qui est un petit nombre au regard de 6 millions, ou de 76 000. 44 enfants, ils reprennent de l'épaisseur, ils reprennent une vie différente, parce qu'on peut, grâce à ces tables interactives, comprendre où ils sont nés, puisqu'ils ne sont pas nés en France, ou pas tous, quel a été leur itinéraire jusqu'à Isieux, ensuite la déportation, des images, des lettres, et toute la documentation qu'on a pu trouver à leur sujet, qui rend leur vie beaucoup plus riche, et notre compréhension de ce qu'ils ont vécu et comment ils sont morts, beaucoup plus vive. Je vous remercie infiniment, Madame Sion. Merci beaucoup à vous. Et merci d'avoir participé à cette journée. Merci. C'est le moment d'accueillir Maître Alain Jakubowicz. Je le vois arriver. Rappelons que Alain Jakubowicz, venez vous installer, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je rappelais que vous étiez avocat des parties civiles au procès Barbie, entre L'un autres. des nombreux. Et donc, je voudrais savoir quel message la mémoire de ce procès adresse-t-elle à la citoyenneté. Et le procureur général Truche a dit que personne n'est sorti de ce procès comme il y est rentré. Évidemment, il parlait des acteurs de ce procès, mais pas seulement des avocats, des magistrats ou des jurés, mais également de ces milliers de citoyens qui sont venus tous les jours à ce procès. Et je crois que c'était vraiment une très belle œuvre de justice à cet égard. On oublie trop souvent, et là c'est évidemment l'avocat qui nous parle, que la justice dans notre pays est rendue au nom du peuple français. Et il était extrêmement important que le peuple français s'exprime non seulement par la voix des jurés qui ont rendu cette sentence avec les magistrats professionnels, mais également par ces milliers de gens qui sont venus, qui ont été d'une certaine façon contemporains de cette époque par le fait d'avoir participé. Et notamment, bien sûr, d'avoir vu Barbie, d'avoir entendu ce qu'ils ont entendu, mais surtout d'avoir entendu ces témoins. Donc clairement, il y a un avant et il y a un après, mais il y a surtout un avant et un après pour la société française. Enfin, il faut se souvenir qu'en 1987, ce qui est hier, Oui. mais tant de nos concitoyens n'étaient pas nés en 1987 et n'ont pas suivi ce procès. Mais dans la perception de notre histoire nationale et notamment de ce séisme terrible dans l'histoire non seulement de France mais dans l'histoire de l'humanité qu'a constitué cette Seconde Guerre mondiale et ce génocide qui n'est pas le seul dans l'histoire de l'humanité mais qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Et je tiens à cette différence parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les génocides. Il y a vraiment un avant et un après, dans la connaissance des choses, dans l'appréhension des choses. Et puis, sur un sujet qui, dans ce lieu, est ô combien important et qu'il a été dans toute ma vie d'avocat et de citoyen, dans le combat contre le négationnisme. Il y a un avant et un après. Et je cite souvent le fait que le sinistre Forisson était présent au début du procès sur le quai Romain Rolland à Lyon pour venir diffuser sa haine par des tracts qu'il donnait en disant « tout ça n'a jamais existé, tout cela n'est que Freuden, c'est encore un complot sioniste, juif, etc. etc. » À partir du moment où les témoins sont venus, à partir du moment où ces femmes ont témoigné, il n'y avait plus de Forisson et il n'y avait plus de négationnisme. Donc vraiment, c'était au-delà de l'œuvre de justice que constitue ce procès, effectivement, au niveau de la citoyenneté, de la pédagogie, de l'histoire de France, c'est évidemment une étape extrêmement importante qui va permettre par la suite le procès Touvier puis le procès Papon, auquel j'ai eu également l'honneur de participer. Il est clair que sans ce fil d'Ariane qui va du nazi au collaborateur d'État en passant par le milicien, tout cela n'aurait pas été possible. Et une journée comme celle-ci, dimanche 14 mai, 30 ans après. Écoutez, moi, vous savez, je crois que aujourd'hui vient d'être investi notre nouveau président de la République. Oui. Et on nous dit qu'une page de notre histoire se tourne, et incontestablement une page de notre histoire se tourne. Et moi, je suis toujours... Ça fait des années que je réfléchis à cette nouvelle façon de se souvenir. Je crois qu'on s'est trompé. Moi, je suis un militant de plusieurs décennies, mais je crois qu'il faut qu'on tourne cette page, qu'on apprenne à transmettre cette histoire autrement. Vous savez,
On parle beaucoup de devoir de mémoire. Je pense qu'on avait raison de parler de devoir de mémoire, mais c'est fini. Il n'y a plus de devoir. Il y a un devoir d'histoire. Et je crois que c'est différent du devoir de mémoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi, ce qui est important, vous savez, je vais depuis des décennies à des commémorations ici et là, etc. On y retrouve pratiquement toujours les mêmes personnes. Et on se pose la question, ça sert à quoi? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces jeunes générations, c'est de voir ces étudiants, c'est de voir ces jeunes, et de faire le lien avec l'actualité, parce que moi, je fais partie de ceux qui ont manifesté avec des grands panneaux « Plus jamais ça ». Franchement, ça a servi à quoi? Est-ce que vraiment on a vu que tout cela a été terminé? Est-ce que le sort qui a été réservé aux enfants d'Isieux, on n'est pas en train de le réserver d'une façon différente peut-être, mais ça, la finalité est la même, aux enfants syriens qui sont aujourd'hui gazés, exterminés? Bon, tout ça sert à quoi? Et je crois qu'il est important de transmettre aux jeunes générations cette filiation. Vous savez, le procès Barbie, il a servi à quoi? Il a servi d'abord à rendre justice. Rendre justice aux victimes, aux familles de victimes et aux enfants d'Isieux, dont personne ne parlait avant le procès Barbie. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde connaît les enfants d'Isieux, mais sans l'arrestation de Barbie, sans Serge et Béas Klarsfeld, personne ne connaît les enfants d'Isieux. Donc d'abord la justice. Juger un homme pour les crimes qu'il a commis, et la justice, c'est d'abord cela. Mais c'est également tout ce que ça nous a permis après. J'ai parlé du procès Touvier, j'ai parlé du procès Papon. Mais si aujourd'hui, nous avons une justice pénale internationale, ça vient du procès Barbie. Et si aujourd'hui, effectivement, des génocidaires, et notamment, j'ai cité l'exemple de la Syrie. Vous savez, Adolf Hitler, il n'a jamais pensé qu'un jour il serait jugé par une instance internationale. Assad, il ne peut pas dire ça aujourd'hui. Et on a aujourd'hui des chefs d'État qui sont sous le coup de mandats d'arrêt internationaux. Alors malheureusement, ils ne sont pas exécutés. Je pense notamment à cet effroyable El-Béchir qui commet des génocides à longueur d'année, qui est sous le coup de cet arrêt, de cette décision, qui n'est pas arrêté. Mais il le sera et il sera jugé. Et je crois que le procès Barbie, pour les jeunes générations, c'est ça que ça signifie. C'est d'abord un message d'espoir et de justice. Merci beaucoup pour votre passion et votre travail tout au long de ces procès. Merci à vous. Et vos éclaircissements. Merci beaucoup. Merci.